justement Jean-Carl Lucas. Time Sport, The Special One. Bonsoir Jean-Carl, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci beaucoup. Oui, justement, on est avec vous sur l'antenne de Beurre FM pour revenir un peu sur ce fameux match, ce fameux ouvrage, JET. Tous ces matchs que l'on n'oublie pas. Et on aimerait en fait avoir avec vous tout simplement pourquoi cette idée de nous refaire revivre tous ces matchs d'anthologie et des matchs quand même assez historiques, si je peux me permettre, Jean-Carl. Oui, exactement. Le but de ce livre, moi j'ai toujours été un grand fan de foot depuis que je suis gamin. J'ai vécu un peu quand j'étais gamin, j'ai vécu un peu dans la mythologie des grands matchs que me racontait mon père, pendant toute mon enfance. Et puis moi, ce qui m'intéresse le plus dans le football, c'est vraiment l'émotion que le football véhicule. Donc j'avais envie de revivre un peu par procuration les grands matchs de l'histoire du foot français à travers les souvenirs de ceux qui étaient dans le stade, qui ont vraiment vu le match de leurs yeux vus. Et donc c'est autour de 32 matchs de légende de l'histoire du foot français entre les années 50 et la dernière finale de la Coupe du Monde. Des anonymes et des personnalités m'ont raconté leurs plus grands souvenirs d'émotion dans un stade. Justement, on a aperçu par exemple un match tel que l'Olympique de Marseille à Saint-Étienne, et on a vu entre autres un commentaire d'une personne quand même, pas tout genou, mais une personne qui avait vécu la chose. Non mais c'est vrai, on a l'impression que l'on voit plus de récits tels qu'on a pu le retrouver dans votre livre JET aux éditions En Exergue. C'est vrai. Oui, c'est vrai en fait. Moi je trouve qu'on parle énormément de football dans la société en général, et c'est vrai que j'avais envie de parler de ce qui fait que de ce qui rassemble les fans de foot entre eux, c'est-à-dire vraiment l'émotion. Et donc j'avais aussi envie d'avoir des témoignages de gens qui ont vu des matchs il y a 50 ans, parce que c'était aussi une manière de montrer comme le football a pu évoluer aussi. Les stades ont évolué, la façon dont on accueille le public a évolué. Le jeu en lui-même a évolué, la façon dont les supporters vont vivre le match a évolué aussi avec le temps. Et j'avais envie de raconter tout ça aussi. C'est un peu, c'est des grands matchs, mais c'est aussi des tranches de vie que je raconte. Voilà, des tranches de vie de passionnés, de supporters, avec des profils très différents, parce qu'aujourd'hui le football est partout dans la société. On poursuit cette émission avec nos consultants, avec Rentrocé. Bonjour Jean-Carl, et bien sûr c'est un ouvrage passionnant, vous l'avez dit, c'est pratiquement une quarantaine de matchs, des matchs importants et d'autres matchs qui apparemment ne le sont pas. Comment ça s'est produit cette sélection ? Parce qu'en fait, c'est l'originalité aussi de cet ouvrage, c'est que vous faites à chaque match une petite intro, et puis la personne qui était raconte pourquoi ce match, qui n'est pas forcément un match magnifique, mais pourquoi ça lui a tellement manqué. D'où vient justement cette idée de donner cette forme très particulière à cet ouvrage, parce qu'en même temps, et là on en disait tout à l'heure, vous montrez le football d'il y a 50 ans, comme vous avez dit, quand on pouvait laisser un vélo au stade Vélodrome et personne ne le volait, quand vous pouvez passer juste en donnant un petit coup d'œil à votre billet, quand il n'y avait pas les stadiers que vous asseyez, ou que voilà. Donc, et le football d'aujourd'hui. Et encore une chose, vous faites vraiment, et c'est l'intro de ce livre, et ça c'est important, vous faites un plaidoyer pour que les parents amènent les enfants au football, parce que c'est Absolument. Ça, effectivement, non ? Oui, effectivement. Moi, je suis venu au football et je suis venu au stade par l'intermédiaire de mon père, qui m'a emmené pour la première fois au Parc des Princes quand j'avais 7 ans pour une finale de Coupe de France, et ça a marqué ma vie vraiment profondément en fait. Et moi je suis quand même content qu'aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes, d'enfants dans les stades. Je trouve que c'est une évolution plutôt positive du football. Oui, alors pour revenir sur le choix des matchs, c'est quand même des matchs qui ont marqué par l'enjeu. C'est des grandes finales, des grands matchs de Coupe d'Europe, des exploits, des grandes défaites aussi.
Et c'est pas forcément des beaux matchs, mais l'émotion, elle vient pas forcément uniquement sur la beauté du match, la beauté des actions. Elle vient aussi évidemment de l'enjeu, du scénario du match. Et puis je crois aussi beaucoup, l'émotion, elle vient aussi parce que on arrive. On vient en tant que spectateur à un moment de sa vie aussi qui fait que ce match-là qu'on est en train de voir a une résonance particulière. Et c'est toutes ces histoires-là aussi de transmission, de filiation que j'ai voulu raconter dans ce livre. Parce que le foot, c'est pas juste un sport, en fait. C'est vraiment un grand match de foot, c'est comme un grand événement du monde. Hein. Oui. On se souvient tous de où on était le 12 juillet 98, quand les Bleus ont gagné leur première Coupe du Monde. Voilà, c'est un grand événement du monde. Moi, j'ai un témoin qui m'a dit voir une finale de Coupe du Monde, c'est comme si j'avais vu le premier homme marcher sur la Lune, quoi. D'ailleurs, parce que et c'est ça qui est aussi très intéressant, que c'est dans ces matchs qui sont racontés par ceux qui étaient dans les tribunes, ils racontent des anecdotes, des choses qu'on n'est pas censé peut-être savoir parce qu'on n'était pas là. Et là, je vais vous en sortir 2 ou 3 parce qu'il y a une anecdote qui m'a beaucoup touché. C'est le match France-Allemagne, c'est le mondial à la demi-finale 82. Et vous faites parler 2 personnes, mais notamment Christian Lopez, qui est celui qui était remplaçant en équipe de France et qui va remplacer Battiston, et qui lui raconte que quand la série des tirs au but arrive, il était le 7e tireur et qu'il avait la trouille. Oui, exactement. Ouais. Il avait une peur bleue d'avoir allé à tirer son tir au but parce que, en plus de ça, quelques mois avant, il avait raté un tir au but en finale de la Coupe de France avec Saint-Étienne. Et Saint-Étienne avait perdu la finale à cause de ce tir au but. Donc il n'était pas dans les meilleures dispositions pour tirer un éventuel tir au but. Oui, c'est effectivement ce que j'aime raconter aussi dans ces histoires-là, c'est la petite histoire dans la grande histoire, quoi. Et là, dans le cas de Christian Lopez, c'est vraiment... j'ai adoré vraiment passer du temps avec lui parce qu'effectivement il est remplaçant, donc il a un point de vue spécial sur le match en tant que remplaçant puisqu'il est sur le banc de touche, et puis c'est lui qui remplace Battiston quand même, quoi. Et il raconte d'ailleurs que il rentre sur le terrain, il y a corner pour la France et il manque de se prendre un coup de poing dans le visage par Schumacher. C'est vrai qu'il s'est rendu compte que Schumacher était pas dans son état normal, quoi. Et donc effectivement avec l'autre témoin, Dominique, qui lui était dans les tribunes, et les 2 témoins se complètent bien pour ce match vraiment peut-être le plus légendaire du livre. D'ailleurs, ces anecdotes... Ouais, rapide. Ces anecdotes sont claires. Il y en a une, peut-être juste après la pub, on va en parler. Celle des Grégoire Margoton qui ferme votre livre, où il raconte effectivement... Voilà, un peu de dommage collatéral avec Omar Da Fonseca, mais je pense que ça sera juste après la pub. Ouais, justement, on va poursuivre, on a le temps encore avec Sola, la réalisation. On t'écoute, Sola. Oui, très rapidement, Jean-Carl Lucas, déjà je voulais vous féliciter. Il y a des images dans le livre qui donnent envie. On arrive presque à ressentir l'odeur des billets en les voyant. Donc franchement, déjà bravo pour ce travail qui a dû être un travail énorme. J'aimerais vous faire un petit clin d'œil parce que c'est vrai que vous parlez de spectateurs. Il y a une très forte liaison entre les spectateurs de foot et je pense les auditeurs de musique. Et à ce propos, j'aimerais vous passer le bonjour d'un certain Mehdi Taleb de Lowood, que vous connaissez sûrement, et qui me dit que du bien de vous et qu'il est très très fier notamment de ce que vous avez produit pour ce livre-là. Merci. Et il vous écoute actuellement. En tout cas, encore bravo et allez vous le procurer parce que c'est vraiment je pense un livre qui donne envie de retourner livre aux éditions en Exergue. Oui, j'y étais, mais aussi Madame Monsieur, groupe de pop français auquel il a concouru avec Émilie Satt, sa femme, je crois. C'est ça, l'Eurovision. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Pour le rappeler. Merci, Sola. Oui, je suis musicien à la base, mais fan de foot. Je me suis fait un petit plaisir avec ce livre entre 2 albums. Je peux peut-être raconter une petite histoire. Allez, il n'est pas au courant, Jean-Carl. Il a joué avec son duo. Donc, il a joué la chanson qu'il avait chantée à l'Eurovision. Merci. Il l'a joué devant le président espagnol Anne Hidalgo au jardin de
la mairie de Paris lors d'une visite. Ouais. Et moi, j'y étais. Ah, et voilà. donc, j'avais vu le festival de l'Eurovision et je l'ai vu jouer en acoustique, devant le président du gouvernement espagnol, en hommage aux républicains espagnols qui avaient libéré Paris en 1944. Ah ben ça, c'est super. Absolument. Merci pour l'anecdote. Jean-Carl Lucas qui reste avec nous avant la pause, la dernière. Mathieu, réaction avant de le laisser filer. Oui, bonsoir L'invité. Jean-Carl. Déjà, je voulais vous féliciter pour ce bel ouvrage, mais je voulais avoir votre point de vue un peu plus personnel. Quand vous dites justement au stade Vélodrome, quand vous recueillez cette personne qui dit qu'il y avait 4-5 vigiles, pas plus. Aujourd'hui, vous, quel regard vous avez par rapport à ce qui se passe dans les stades aujourd'hui, par rapport à une certaine époque, avec ce qui se passe sur le terrain, en dehors du terrain? Quel regard vous avez, je suppose, triste un petit peu? Énervé? Non, vraiment pas du tout, parce que c'est comme ça. Je veux dire, le football évolue comme la société en général, en fait. Tout ça, on peut plus. Effectivement, la société depuis 1957 a beaucoup changé, le foot aussi. Donc, non, moi je trouve qu'il y a des choses positives, il y a des choses moins positives. J'ai pas du tout cette nostalgie du football des années 50, même si. C'est génial de se souvenir qu'il y a une époque où les matchs se passaient comme ça. Il raconte par exemple que dans le Vélodrome, il n'y avait même pas d'horloge en fait. Les gens savaient même pas combien de temps il restait à jouer et à vrai dire, ils s'en foutaient en fait. Ils étaient là. Le football était un pur divertissement et il n'y avait pas du tout l'enjeu que. Mais moi, en même temps, ce truc de la compétition, de l'enjeu, c'est ça que j'adore aussi. C'est ça qui me donne des grandes émotions. Et voilà. Et quand on perd un match et qu'en 3 minutes on renverse le score, voilà, c'est aussi parce qu'on a envie de gagner, etc. Et qu'il y a de l'enjeu, il y a parfois de la rivalité, etc. Donc pas de nostalgie. Moi, je suis content, comme je disais tout à l'heure, que quand même, globalement, malgré tout, on peut. Il y a quand même. Tout le monde va au stade aujourd'hui. Des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des enfants. Et je me souviens d'une époque au début des années 90 où l'ambiance dans les stades, c'était pas comme ça quand même. Il y avait très peu de femmes, très peu d'enfants et on entendait des choses pas toujours très sympas, quoi. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, on poursuit avant de terminer. On a parlé des Grégoire Margoton et ses différences avec Omar Fonseca que vous découvrirez en lisant J'y étais. Et ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, c'est Grégoire Margoton qui ferme. C'est la dernière histoire qui est racontée. Mais il y a aussi une autre qui ouvre pratiquement le livre et qui est très intéressante, celle de Michel Drucker, parce que beaucoup de monde a oublié que Michel Drucker a commenté, était commentateur, journaliste sportif, au début de sa carrière, qu'il a notamment commenté plusieurs finales, et notamment cette finale de 1970 en Mexique, où le Brésil donc a battu l'Italie. Ce sont des matchs et Michel Drucker vous l'a raconté, des matchs qui l'ont vraiment marqué. Qu'est-ce qu'il y avait de magnifique dans ce match particulier, même si c'était une finale? Ouais, je pense que c'est la première finale en Mondovision, la première finale en couleur. Je dirais c'est la première finale moderne, quoi. Voilà. Et puis c'était vraiment l'équipe mythique du Brésil, peut-être la plus mythique de l'histoire, avec un Pelé au sommet de son art. C'est une Coupe du Monde magnifique. Et puis moi, j'avais vraiment envie de donner la parole, effectivement, à Michel Drucker, qui, ça a été son premier métier, de commenter des matchs et d'être journaliste sportif. Je crois qu'il a commenté 5 Coupes du Monde dans sa carrière. Et c'est pareil, quoi. Le fait qu'il y ait Michel Drucker et Grégoire Margoton dans le même livre, on voit à quel point le métier a changé aussi. Michel Drucker me raconte qu'il n'avait pas de retour dans la tribune. Il s'était acheté une paire de jumelles pour bien voir ce qui se passait sur le terrain. Enfin, vous imaginez la différence avec aujourd'hui. Mais ce que j'ai beaucoup aimé interviewer des commentateurs ou des commentateurs radio aussi. Tout à fait. Parce que ce sont eux vraiment qui vont transmettre aussi cette émotion, à travers les mots qu'ils vont choisir à des moments clés du match. Et j'ai bien aimé aussi Grégoire Margoton qui m'explique qu'en fait il y avait tellement d'émotions sur cette égalisation d'Mbappé en finale contre l'Argentine il s'est un peu oublié, en fait. Il me raconte qu'il se souvient même plus ce qu'il a dit en direct, tellement il a été pris par l'émotion. Il a même une expérience quasiment métaphysique où il me raconte qu'il s'est vu par au-dessus du stade, en fait.
il est sorti de lui-même, carrément. quoi. Il y a vraiment un truc comme ça. Pendant que Lizarazu, lui, c'était l'inverse. Il s'est recroquevillé, il a failli se casser le nez sur la table devant lui, quoi. Donc ça, c'est des histoires d'émotions que je trouve extraordinaires. Il y a vraiment que le foot qui peut faire des choses pareilles, quoi. Jean-Carl, on termine rapidement avec Rentrocé. Allez, la Et, dernière. et puis peut-être avec l'un des témoignages les plus touchants de ce livre, surtout pour vous, puisque vous racontez, votre papa raconte ce match entre la France et l'Espagne, finale de l'Euro 84. Touchant pour vous parce que c'est votre père, bien sûr. Peut-être pas pour moi, j'étais pas dans les gradins, je l'ai vu à la télé et moi j'ai beaucoup souffert parce qu'on a perdu la finale. Mais c'est quand même un témoignage, c'est rendre la monnaie à votre papa qui vous a amené, comme vous l'avez dit, quand vous aviez 6-7 ans, voir votre premier match. Absolument, j'en parle beaucoup de mon père dans le livre et effectivement, alors lui en plus il a vraiment une histoire autour de ce match-là qui est incroyable, encore une fois, dans l'évolution des stades et de l'accueil des spectateurs et l'approche de grandes finales comme ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Il me raconte quand même que 2 heures avant le coup d'envoi, il a réussi à rentrer dans le Parc des Princes parce qu'il est passé devant l'entrée principale et il y avait personne, il y avait juste peut-être 2 flics qui étaient là. Il s'est approché et il est rentré dans le hall principal du Parc des Princes pendant que les joueurs de l'équipe de France arrivaient. Et il a même apostrophé Luis Fernandez en lui demandant s'il voulait bien le faire rentrer sur la pelouse. C'est à quoi Luis Fernandez lui a répondu: pourquoi tu veux jouer à ma place? Donc vous voyez un peu comme le foot a changé depuis 84. On n'imagine pas aujourd'hui aller parler à Mbappé 2 heures avant une Coupe d'Europe et même on n'imagine pas lui parler tout court en fait. Jean-Carl Lucas, un grand merci. On rappelle pour les auditeurs, les auditrices de Beurre FM, j'y étais, tous ces matchs que l'on n'oublie pas, aux éditions en exergue, voilà, sorti depuis le 18 avril. Un grand merci d'avoir été avec nous sur cette antenne de Beurre FM. Merci beaucoup à vous.